Mon père m'a cassé le doigt avec un marteau parce que j'ai demandé pourquoi ma sœur avait un steak et moi, des restes. Les filles inutiles ne méritent pas de doigts, a ri mon père. Les déchets ont les restes, a craché ma mère. Je leur ai servi une vengeance qu'ils n'ont pas pu avaler. Je m'appelle Lydia, et si je pouvais remonter au temps où j'avais 9 ans, je dirais 2 choses à cette petite fille. 1. Tu n'es pas folle. 2. Tu n'es pas l'erreur qu'ils ont dit que tu étais. Mais à l'époque, je ne savais rien de tout cela. Tout ce que je savais, c'est que le dîner avait toujours une apparence différente dans mon assiette par rapport à celle des autres. Ma sœur Cassidy, l'enfant soi-disant miracle, avait de la purée de pommes de terre avec du beurre en forme de fleurs, un steak si tendre qu'il fondait en bouche, et des tranches de pêche fraîche dans un bol en verre refroidi par des glaçons. Moi, j'avais du pain sec et du chou bouilli. Quand je demandais pourquoi, ma mère disait, parce que Cassidy a besoin d'énergie. Toi. Tu es juste toi. Je voulais croire qu'il ne le pensait peut-être pas, que j'imaginais juste des choses. Mais ensuite est venue la nuit où tout s'est brisé, littéralement. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'avais 13 ans. Je venais de rentrer de la bibliothèque de l'école où j'étais resté tard parce que je ne supportais pas d'être à la maison. L'air y était toujours lourd, comme si je marchais sur un sol qui pouvait s'effondrer à tout moment. Je suis entré et j'ai senti l'odeur immédiatement, du steak. Mon estomac a gargouillé si fort que j'ai failli en rire. Cassidy était déjà à table, un festin complet devant elle, filets saignants, asperges à l'ail, muffins au maïs. Je suis entré dans la cuisine et j'ai vu mon assiette qui m'attendait déjà. Une tranche de pain, même pas grillée. Une fine couche de mayonnaise dessus. C'était tout. Où est le reste, ai-je demandé, trop fatigué pour faire semblant. Mon père se tenait près de l'évier. Il n'aimait jamais être questionné. Il s'est retourné. Tu demandes ça avec ce ton? J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas juste. Pourquoi Cassidy a-t-elle un steak et moi, ça? Cassidy a gloussé. Peut-être parce que je ne ressemble pas à un rat noyé. Ma mère n'a pas bronché. Mais mon père, lui, s'est avancé d'un pas furieux, comme s'il avait attendu ce moment. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a attrapé ma main, l'a claquée sur le plan de travail, et de l'autre main, il a pris le marteau rouillé du tiroir à bric-à-brac. Cassidy continuait de mâcher. Ma mère n'a pas bougé. Puis, crac. Je crois que j'ai quitté mon corps. Un autre crac. J'ai entendu ma propre voix crier, mais je ne le sentais pas. J'ai vu mes doigts se plier bizarrement, enflés. L'ecchymose fut immédiate, des éclairs violets rampant sous ma peau. Mon père s'est penché et a murmuré, « Redemande-moi ça. » Je te défie. Puis il a laissé tomber le marteau comme si de rien n'était. Je suis tombé par terre. Cassidy a fini son muffin. Pas d'hôpital, pas d'excuses, pas de punition. Cette nuit-là, ils m'ont enfermé dans la cave avec une vieille poche de glace et un chiffon humide. Mes doigts me lançaient, mutilés et tordus, enroulés dans un torchon qui puait l'eau de javel. J'ai passé la nuit à trembler, me murmurant de rester en vie. Non pas par peur, mais par fureur. C'est cette nuit-là que j'ai changé. Mes doigts ont mal guéri. Aucun médecin ne les a jamais examinés. Ils ne se sont jamais redressés depuis. Et Cassidy, elle se vantait que l'amour vache rendait les choses faibles plus fortes. Mais voici ce qu'il ne savait pas. Une douleur pareille vous reconfigure. Elle transforme chaque cicatrice en un plan directeur. Il pensait que je me briserais et disparaîtrais. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, j'observais. Je restais silencieuse. Je les laissais m'oublier. Et ce fut leur première erreur, car j'ai commencé à prêter attention. Papa avait une routine. Il quittait la maison tous les dimanches soirs à 18h30 précise. Il disait que c'était pour les affaires du conseil de l'église, mais il ne revenait jamais en sentant les cantiques. Maman avait ses propres secrets, comme se faufiler dans le bureau de l'école après les heures de travail. Elle y travaillait à temps partiel et fouillait dans les fonds de donation. Cassidy était leur chérie, mais elle avait plus d'ennemis que d'amis. Elle n'était pas intelligente, juste bruyante, pas talentueuse, juste privilégiée. Et moi? J'étais l'ombre invisible. Mais les ombres apprennent comment fonctionne la lumière. À 16 ans, j'avais lu plus que la plupart des adultes ne le feront jamais.
Je faisais du bénévolat au théâtre de l'école pour éviter la maison, j'ai appris l'éclairage de scène, la conception de décors, et même comment faire passer des câbles et des haut-parleurs. Je prenais des notes sur tout. Et j'ai commencé à travailler dans un refuge pour animaux le samedi. C'est là que j'ai rencontré Donna. Donna avait la soixantaine, dirigeait le refuge comme une base militaire, mais avait des yeux qui en savaient trop. Un après-midi, elle a vu ma main trembler alors que je ramassais un bac à vaisselle. « Qu'est-il arrivé à tes doigts » demanda-t-elle doucement. J'ai ouvert la bouche, les refermé, puis j'ai haussé les épaules. Une recette de famille, ai-je marmonné. Elle n'a pas insisté. Mais 2 semaines plus tard, elle m'a tendu un dossier. À l'intérieur, des documents officiels, des papiers d'émancipation, des références pour le logement et 3 numéros à appeler si jamais j'avais besoin d'un endroit où aller. Tu n'as rien demandé, dit-elle, mais je vois tout. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai plié les papiers et les ai glissés dans mon sac à dos. Je n'étais pas encore prête, mais je le serai bientôt. Parce que la vengeance n'était pas une explosion soudaine. Elle était lente, prudente, silencieuse. Et elle ne viendrait pas avec un cri, mais avec un sourire. Je suis resté 2 ans de plus dans cette maison. Même après le marteau, même après les doigts brisés, la cave verrouillée et les nuits où je dormais d'un œil pendant que Cassidy paradait comme une reine de beauté. Parce que je planifiais chaque seconde, chaque étape. Ça a commencé discrètement. Donna m'a trouvé une place de bénévole à la station de radio locale. Elle est douée avec les fils, a-t-elle dit au directeur. Et juste comme ça, j'étais derrière la console les week-ends, ajustant les faders, testant les micros, apprenant comment le son fonctionnait, comment les voix pouvaient être amplifiées, comment le silence pouvait être enregistré. Je n'ai pas seulement appris à mixer. J'ai appris à écouter. Les mensonges de mon père étaient toujours les mêmes. Conseil de l'église, réunion tardive, appel professionnel. Mais je savais où il allait vraiment. Le parc à camions sur Old Marlin Road. Je l'ai suivi une fois à pied pendant plus d'1 heure juste pour confirmer. Là, il rencontrait des hommes en bottes chères, parlait à voix basse et chargeait des boîtes à l'arrière de camionnettes banalisées. Mais je n'étais pas intéressé par ses affaires. J'étais intéressé par ce qu'il craignait. Et cela s'est avéré être sa réputation. Il se présentait pour être diacre à son église. Tout en sourire et en fausse prière, serrant des mains comme s'il ne les avait pas utilisées pour détruire les miennes. Cassidy tournait des TikTok mignons sur les valeurs familiales et les soirées avec papa. Et ma mère, elle était maintenant présidente de l'association des parents d'élèves et volait des fonds dans les enveloppes pour les sorties scolaires. Il construisait un héritage de mensonges. Et je le brûlerais avec quelque chose de meilleur que le feu. La vérité. Un soir, alors qu'ils étaient à l'un de leurs dîners de famille chez Applebee's, qui ne m'incluait jamais, j'ai installé un dispositif de surveillance audio bon marché dans le salon, un micro recyclé de la station de radio, caché sous le vieux fauteuil. Il fonctionnait avec une minuterie et téléchargeait automatiquement sur un disque crypté. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Pendant des semaines, j'ai recueilli de l'audio. Cassidy se moquant de ses camarades de classe. Maman disant, on va juste piquer un peu dans l'argent de la vente de gâteaux. Personne ne vérifie jamais. Papa riant d'avoir fait si peur à quelqu'un au travail qu'il s'est uriné dessus. Et puis, le moment que j'attendais. Papa disant, cette fille, Lydia, elle n'est rien. À peine humaine. J'aurais dû lui casser la mâchoire quand elle a commencé à répondre. Il était ivre, parlait en marmonnant, fier. J'ai découpé le fichier, fait une copie, puis j'ai attendu. La remise des diplômes est arrivée. Cassidy a eu une nouvelle voiture. Je n'ai rien eu. Pas même une poignée de main. Mais je m'en fichais, car j'étais presque libre. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises, scotché une note sur le frigo. Vous m'avez brisé, mais pas pour toujours. Gardez le pain. J'ai une plus grande table maintenant. Lydia. Je suis sorti à minuit, la maison endormie, ne portant qu'un sac à dos et une clé USB. Donna m'a retrouvé au refuge. Elle avait déjà installé un lit de camp et un petit boulot pour nettoyer les chenilles. Je me suis senti plus légère cette nuit-là que jamais auparavant. Mais je n'avais pas fini. La clé USB, elle n'est pas allée à la police. Elle est allée au conseil scolaire, aux anciens de l'église et à l'association des parents d'élèves. 3 enveloppes,
3 séries de détonations soigneusement synchronisées. L'une contenait les archives complètes des vidéos TikTok de Cassidy, y compris celles où elle simulait du travail caritatif pour les vues. Une autre incluait des enregistrements de ma mère plaisantant sur le détournement de l'argent des sorties scolaires pour des plaisirs personnels et se moquant des enfants pauvres endettés à la cantine. Et la dernière enveloppe, le joyau de la couronne, contenait l'aveu de mon père. Cette fille, Lydia, elle n'est rien, à peine humaine. J'aurais dû lui casser la mâchoire quand elle a commencé à répondre. Le jour même où ces lettres ont atterri sur les bureaux, j'ai mis en ligne un podcast. Un seul épisode, juste ma voix, intitulé La fille laissée pour compte. J'ai dit la vérité, chaque parcelle. Pas de nom, pas de calomnie, juste mon histoire enveloppée dans une narration calme, avec une musique de fond douce de la station de radio. Ce n'était pas de la rage, c'était de la paix. Au coucher du soleil, l'épisode avait 2000 téléchargements, puis 10 000. Puis il est devenu viral sur TikTok grâce à quelqu'un qui a extrait la phrase « Quand vous brisez les doigts d'une enfant, vous lui apprenez à taper sa propre vérité ». Cette phrase est devenue une tendance. En une semaine, ma famille était en feu. Pas littéralement, mais socialement. Les sponsors de Cassidy l'ont laissé tomber. On a demandé à maman de démissionner de l'association des parents d'élèves. Et papa, l'église a voté pour le retirer du conseil. Il ne savait pas d'où cela venait. Il a blâmé les haters d'Internet. Il n'avait aucune idée que c'était moi, car je n'ai jamais utilisé mon nom complet. Je n'en avais pas besoin. La vérité portait son propre tonnerre. Et je n'avais pas encore fini. Parce qu'une chose restait, la maison. Celle où j'avais grandi, où j'avais été enfermé dans la cave, où mes os avaient été fracturés. Où le silence était une monnaie et la douleur, un meuble. Il me restait une dernière chose à faire. C'est un mardi que j'ai vu l'annonce être publiée. Maison de 4 chambres à rénover. Propriétaire cherchant une vente immédiate. Offre bienvenue. L'adresse, ma vieille maison. Il s'est avéré qu'après que papa ait perdu son titre à l'église et que les revenus d'influenceuse de Cassidy se soient taris, les choses sont devenues difficiles. Ils ont cessé de payer l'hypothèque. Puis sont venues les lettres, puis l'avis de vente aux enchères. J'ai regardé tout cela se produire en silence. La maison où j'avais grandi, celle où j'avais nettoyé le sang sur le sol avec ma main gauche alors que la droite était encore cassée, avait maintenant 18 000 $ de retard de paiement et supplié pour un acheteur. Alors, j'ai demandé une faveur. Le cousin de Donna travaillait pour une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes en transition à acheter leur première maison grâce à un programme de subvention jumelé. Il cherchait quelqu'un de fiable, quelqu'un avec un objectif clair, quelqu'un qui était passé par le feu et savait comment construire à partir des cendres. Je leur ai envoyé mon épisode de podcast, juste ça. Ils m'ont approuvé en moins de 48 heures. Une semaine plus tard, je suis monté sur ce Porsche pourri, un presse-papier à la main, un nouveau sweat à capuche bien zippé, et j'ai signé le contrat d'achat. Ils n'ont même pas su que c'était moi avant que j'emménage. J'ai attendu le jour de la signature finale. La pelouse était encore jonchée de cartons, Cassidy pleurant au téléphone, papa criant sur quelqu'un que tout cela était faux et qu'ils étaient ciblés. Je suis passé juste devant eux, une clé à la main. Cassidy s'est figé. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Papa a levé les yeux, le regard injecté de sang, la bouche ouverte. Je me suis tourné vers eux deux et j'ai souri d'un sourire calme et dangereux. Je vous avais dit que j'aurais une plus grande table. Puis je suis entré. Le silence était délicieux. Ils sont restés là, stupéfaits, tandis que la porte se fermait. Cette nuit-là, je n'ai ni dansé, ni crié, ni mis la musique à fond. J'ai déballé une seule chose. Une table à manger toute neuve, en vrai bois, payée avec mon propre argent. Et dessus, j'ai placé 3 choses, un enregistreur, la radiographie de ma main cassée datant de 2 ans, et une plaque nominative qui disait « Lydia Holloway, survivante, pas servante ». Je n'avais pas besoin de les détruire publiquement. Ils se dévoraient déjà de l'intérieur. Mais je me suis assuré qu'un dernier message arrive à destination. 3 jours après mon emménagement, j'ai organisé mon premier dîner. Pas de famille, des amis, des vrais. D'autres filles du refuge, de la station de radio, même Donna. Et dans chaque assiette, un steak parfaitement saisi. Cassidy disait que je ne méritais pas de steak. Papa avait l'habitude de manger le mien et d'appeler ça, la taxe du père. Mais cette nuit-là,
j'ai servi à tout le monde le repas qui m'avait été interdit. Quand j'ai tendu la dernière assiette à Donna, elle m'a regardé et a demandé « Qu'est-ce qui t'a fait revenir ici ?» J'ai juste souri. Cet endroit était une prison, ai-je dit. Mais j'ai inversé les serrures. Alors que les rires remplissaient la cuisine, je suis allé dans le couloir et j'ai fixé mon reflet dans le même miroir fissuré où mon père m'avait un jour qualifié d'inutile. Mes doigts ne se pliaient toujours pas correctement. Une articulation était un peu trop haute, mais ils fonctionnaient. Ils ont bâti cette vie. Ils ont tapé ma vérité. Et quand j'ai levé la main et tracé cette cicatrice, je n'ai pas ressenti de rage. J'ai ressenti du pouvoir. Parce qu'ils pensaient m'avoir brisé. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est me donner quelque chose à partir de quoi reconstruire. Et quand quelqu'un reconstruit à partir des décombres, il ne revient pas pour se venger. Il revient en possédant tout ce qui a tenté de l'enterrer, y compris la porte d'entrée.